chers parents, nous vous rappelons que nous sommes en train de parler des grossesses précoces pour les élèves, comprendre les défis et proposer des solutions. Là où une fille qui commence l'école, mais à un certain moment, elle tombe enceinte et puis elle est obligée d'arrêter avec l'école pour revenir peut-être après. Et donc il y a des cas comme ça qui sont nombreux. Et pensez-vous que par rapport à ces cas, il y a des comportements alarmants pour la communauté à devoir identifier certaines filles qui sont déjà sur la voie à devenir de merde? Et comment pouvoir prévenir? Quels sont les signes qui nous montrent que ces filles bientôt seront mères? Effectivement, il y a beaucoup de comportements des adolescents et des adolescentes à risque. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'on focalise notre intervention sur la jeune fille seulement, mais aussi le jeune garçon, parce que la jeune fille ne peut pas tomber enceinte seule. Il y a l'intervention du jeune garçon. Ça peut être un adulte, mais aussi entre le jeune gens de la même tranche d'âge. Et donc, il y a des comportements qui sont des précurseurs, qui sont des comportements à risque, et pour le vis-à-vis desquels, si on ne fait pas attention, nous allons tomber effectivement dans ce phénomène-là. Et ces comportements, quels sont les signes que nous pouvons observer, soit-ils les parents, les éducateurs? Quels sont ces signes que nous observons chez la jeunesse? À l'école, par exemple, il y a absolument beaucoup de signes, notamment le manque d'intérêt aux études. Quand vous voyez déjà l'enfant, jeune fille comme jeune garçon, commencer à avoir de moins en moins d'intérêt à l'école, je crois que c'est un signe alarmant qui doit attirer l'attention de parents. Il y a aussi l'absentéisme. Le parent savent que l'enfant est allé à l'école, mais l'enfant, au milieu de la route, prend une autre direction que l'école. Et quand le parent reçoit déjà des rapports comme ça de l'école, que l'enfant s'absente, et ça doit déjà attirer l'attention. Le retard à l'école, ce sont des comportements qui annoncent quelque chose qui ne va pas dans la conduite de l'enfant. Pensez-vous que les réseaux sociaux soient aussi des causes pour cela, les goûts au maquillage, l'habillement, et tout cela? Oui, pas des causes, plutôt des signes. On va voir ça d'abord dans l'angle des signes qui montrent que ce comportement est un comportement à risque. Quand un enfant qui aime trop les téléphones, qui est trop addictif au téléphone, qui dissimule, qui cache même qu'il a un téléphone avec lui, c'est déjà un problème. Il faut déjà que cela attire l'attention de parents. Il y a beaucoup de signes comme ça pour lesquels les parents ne font suffisamment pas d'attention et qui finalement découlent sur ces phénomènes que nous Et cela est un message alarmant pour les parents. Un message alarmant, oui, et effectivement. Comment les parents peuvent observer certains signes au niveau psychologique chez les enfants quand ils changent leur comportement? Oui, vous voyez de plus en plus des enfants qui s'adonnent au maquillage trop tôt, des enfants de 14-15 ans qui aiment trop le maquillage, l'habillement léger et qui aiment s'exposer, n'est-ce pas, exposer le corps. C'est déjà des comportements pas bons du tout qui doivent effectivement attirer l'attention de parents. Pensez-vous qu'il y ait certains signes physiques ou médicaux qui existent aussi pour démontrer cela? Oui, il y a quelques signes physiques, n'est-ce pas? Curiosité grandissante sur le sexe. Quand l'enfant parle tout le temps de sexe, des sujets liés au sexe l'intéressent trop, et ben c'est déjà quelque chose qui doit attirer l'attention des parents pour qu'ils arrêtent avec ça. Il y a aussi je dirais, besoin de reconnaissance affective. L'enfant qui cherche à être admiré, à être valorisé de manière exagérée, eh bien, c'est un signe alarmant. Monsieur Gérard, qui jugez-vous qui devait prêter attention à ces signes quand cela commence à se manifester dans la jeunesse? D'abord, serait-il les parents ou l'école? Effectivement, absolument. C'est d'abord le parent parce que l'éducation commence à la maison. Le parent doit veiller, on va d'ailleurs y revenir, les parents doivent veiller. Et en plus de parents, il y a aussi l'école qui a une part de responsabilité dans cela, mais plus largement, l'État, en tant que pouvoir organisateur de l'éducation nationale, a aussi une responsabilité, a aussi des actions à mener pour lutter contre ce phénomène et on le verra durant cette émission. Et cela nous amène justement aux causes. Oui. Pendant que ces signes sont présentés, comment pouvons-nous comprendre les causes? Parce que si les signes sont présentés par ces gènes qui nous alarment, c'est que derrière, il y a certaines causes sociales qui permettent que cela puisse arriver. Et selon vous, quelles sont ces causes, M. Gérard? En tout cas, les causes sont nombreuses. Je vais commencer à évoquer d'abord les réseaux sociaux
le téléphone, Android, l'Internet. Ce sont des éléments aujourd'hui qui sérieusement affectent l'éducation des enfants. Et en République démocratique du Congo, les pouvoirs économiques, quelquefois, il est faible pour certaines familles. Pensez-vous que la pauvreté soit source des problèmes pour ces filles qui tombent enceintes dans Oui, en plus de réseaux sociaux, je pense que la pauvreté est aussi source de problème dans la mesure où l'enfant qui aujourd'hui dort enfamé, l'enfant qui manque de tout, même les besoins élémentaires manquent, les parents ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins, eh bien l'enfant va aller chercher le moyen de survie ailleurs, auprès d'un garçon qui lui présente de l'argent. Et cela finit par tomber par... Cet enfant qui part chercher le moyen de survie ailleurs, pensez-vous que cela soit un fait de laisser aller des parents? Vous ne trouvez pas que les parents sont aussi à l'origine d'une part? Effectivement, le parent soit à l'origine. Quand un parent ne fait pas preuve de responsabilité, il expose son enfant, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître aussi que les parents eux-mêmes sont parfois victimes de la situation socio-économique qui traverse le pays. Et c'est là où ça devient de plus en plus inquiétant. Mais moi, je crois que même si les conditions sont difficiles, les parents doivent veiller à l'éducation. Parce que si l'enfant tombe à grosse tôt comme ça va augmenter, ça va avoir plus d'impact négatif que positif. Donc, accepter... Oui. Pensez-vous que l'école aurait d'une part échoué à l'éducation avec l'influence des réseaux sociaux sur nos enfants actuellement? Je ne dirais pas que l'école a échoué, mais l'école fait face à un obstacle. Les réseaux sociaux aujourd'hui, tels qu'ils sont utilisés, sont devenus un obstacle pour l'école et empêche justement l'école de mener à bien sa mission d'éduquer. Dans quelle mesure? Je vous donne un exemple. Moi, je suis professeur sur le terrain. Vous êtes en face des élèves, vous êtes en train d'enseigner. Et vous avez effectivement, nous enseignons le domaine, le cours d'option, on n'a pas toujours des effectifs très, très élevés. Vous êtes en face de 10 élèves, 12 élèves, mais 5 élèves somnolent pendant que vous enseignez. Vous voyez que c'est très attirant. Ça, c'est des choses que moi je vois. 5 élèves dans votre carrière en tant que professeur. En tant que professeur, effectivement. Oui. 5 élèves somnolent. Mais ça vous dérange déjà. Et quand vous arrêtez, vous interrompez le cours, vous essayez de demander qu'est-ce qu'il y a. Ils vont vous dire qu'ils sont allés au lit en retard. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de manipuler le téléphone la nuit, pendant les heures tardives. Vous voyez? Alors, maintenant, moi, la question que je me pose, où étaient les parents pendant ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Au fait, les parents partent à dormir, ils laissent les enfants parfois au salon. Ils peuvent rester pendant très longtemps devant la télévision. Ou même, ils peuvent aller dormir, mais avec leur téléphone en main, n'est-ce pas? Et à un moment donné, le parent pense que l'enfant dort, mais en réalité, l'enfant ne dort pas. L'enfant est en train d'utiliser le téléphone, l'enfant est en train de causer jusqu'à des heures tardives, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, n'est-ce pas? Et vous-même, parfois, adultes aussi, ça nous arrive d'être en ligne, jusqu'à des heures tardives, peut-être parce que vous êtes en train de préparer, de lire, etc. Vous voyez que tel est en ligne, qui sont en réalité des enfants, des élèves. Ils ne devraient pas être en ligne à cette heure-là. Donc, en ce moment-là, ça devient un obstacle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites face à des élèves qui somnolent. Même tout ce que vous allez enseigner, ça ne va pas entrer, l'attention est affectée, vous voyez. Et l'école, face à ce problème, a des sérieuses difficultés. Parce que la source ne vient pas de l'école, commence depuis la maison. Alors, chers parents, nous vous rappelons que nous sommes en train de parler des grossesses précoces pour les élèves, comprendre les défis et proposer des solutions. Et nous voyons à cette étape de notre émission que l'utilisation abusive du téléphone portable est l'une des causes pour ces phénomènes dans notre société et communauté congolaise. Monsieur Gérard, pendant que nous parlons de ces phénomènes des grossesses précoces chez les élèves, ne pensez-vous pas que dans certains coins de notre pays, le mariage précoce soit encore un sujet, malgré tant d'efforts qui ont été fournis pour éradiquer cela dans les années passées? Oui, je pense que le mariage précoce est encore une réalité, surtout dans le milieu reculé, ou disons-le, dans le milieu rural, dans le village, à l'intérieur du pays, où ce phénomène peut s'observer, est observé, mais de moins en moins en ville, parce qu'avec tout ce qu'on a comme technologie, cela permet aux jeunes d'être instruits d'une autre manière, au-delà de ce que la famille peut faire. Les jeunes s'instruisent, les jeunes d'aujourd'hui sont très éveillés, et je crois que c'est quelque chose que les enfants, quand vous échangez avec eux, les adolescentes, c'est quelque chose qu'elles détestent. Et de tout ça, vous, en tant qu'éducateur, conseiller en orientation scolaire et professionnelle, que pensez-vous peuvent être les causes de ces grossesses chez les filles, élèves, ou encore les papas qui deviennent papas à l'âge précoce, qui sont identifiés comme pères de ces enfants? Que pensez-vous peuvent être les conséquences
pour la communauté congolaise. Donc, nous avons énuméré ici les réseaux sociaux. Nous avons parlé de la pauvreté. Nous voudrions ajouter aussi la faible surveillance parentale. Nous l'avons démontré ici que quand le parent ne veille pas suffisamment, eh ben, il favorise cela d'une manière ou d'une autre. Donc je crois que l'influence de médias, la banalisation du sexe, vous voyez, l'imitation des influenceurs dans les réseaux sociaux. Quand vous êtes sur TikTok, n'est-ce pas, c'est qui domine, les vidéos qui dominent dans les réseaux sociaux, c'est plus de vidéos qui corrompent le jeune plutôt que des vidéos qui éduquent. Et les jeunes d'aujourd'hui sont accros aux réseaux sociaux, particulièrement TikTok. Ils sont addictifs, vous comprenez. Et moi, je crois que les réseaux sociaux ont une très grande influence négative sur l'éducation des enfants et qui favorise ces phénomènes-là. Oui. Avant que nous puissions passer aux efforts qui ont été fournis pour mettre fin à cette situation, pouvez-vous nous rappeler quelles seraient les conséquences de ces actes dans la communauté, ces filles qui tombent enceintes? Oui, parmi entre autres conséquences, nous pouvons énumérer l'abandon de l'école, parce que quand une fille est tombée enceinte, généralement, l'école, elle abandonne l'école. Même pas généralement, c'était la règle avant que la ministre apprenne la nouvelle mesure. On pourrait y revenir. Mais déjà, quand une fille tombe enceinte, du coup, elle quitte l'école. Parce qu'il y a stigmatisation, parce que l'école n'accepte pas cela, parce que ça devient beaucoup d'obstacles pour son éducation, pour sa formation. Et donc, elle se retire pendant un moment. Et pendant qu'elle se retire, nombreuses ne reviennent plus, voyez-vous. Et donc, ça a une incidence directe malheureuse sur l'éducation et l'avenir de la jeune fille. Et nous comprenons que les pays, effectivement, vont en pâtir. Les pays vont en pâtir, c'est un potentiel. Dans la langue. C'est un potentiel. Vous savez, l'État congolais, les parents, investissent beaucoup pour l'éducation. Alors, avec l'espoir que cette jeune fille grandisse, soit formée et qu'un jour, elle mette ses compétences, son potentiel au service de la société pour que la société consomme cela. Comprenez, ça peut être des services, elle peut être engagée quelque part, elle peut créer de l'emploi quelque part et le revenu qu'elle va avoir, elle peut soutenir sa famille, organiser sa propre vie, voyez-vous, payer les taxes, l'État se retrouve de cette manière-là. Et ces talents, ces dons peuvent être très bénéfiques à la société. Nous avons des avocats, nous avons des journalistes, nous avons besoin, tout ce potentiel-là, nous devons les exploiter. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec la technologie qui évolue à vive allure, nous avons besoin des compétences, des gens qui détiennent, surtout la jeune génération d'aujourd'hui, elle détient vraiment des grandes compétences en matière du numérique, n'est-ce pas? Et ce sont ces compétences dont on a besoin pour développer et donner de la souveraineté à notre pays du point de vue numérique. Et donc, vous dites que ces filles qui tombent enceintes, c'est tout ce potentiel que nous qui est perdu et c'est du gaspillage. Et pensez-vous que ce pourcentage est assez alarmant pour la RDC? Ce pourcentage de 27% publié par INFPA? Oui, je crois que c'est un pourcentage alarmant. Je ne sais pas quelle est la méthodologie que l'agence onisienne a suivie pour réaliser cette étude. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas s'ils ont utilisé un échantillon plus représentatif de la population, mais déjà avec l'échantillon utilisé, le pourcentage est déjà alarmant, 27%. C'est beaucoup. Dois-je vous dire, même une seule fille qui quitte l'école, ça doit interpeller, ça doit poser un problème. À plus forte raison, quand le pourcentage atteint ce chiffre-là. Justement, la mesure prise par la ministre pour garder les filles enceintes à l'école, mais nous y arriverons pour comprendre l'impact de cela aussi, influence sur les autres dans la communauté. Et sans plus tarder, quelles sont les actions qui ont été entreprises sûrement pour déjà mettre fin à ces phénomènes? Y a-t-il des sensibilisations possibles qui ont été faites sur le terrain? Oui, et effectivement, il y a des efforts qui sont faits sur le terrain pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Il y a les ONG qui luttent, notamment l'agence onusienne qui s'occupe de la population. Il y a le ministère parfois qui organise des campagnes de sensibilisation. Et il y a tout cela. Les parents font des efforts, il faudrait reconnaître les efforts de parents. Il y a aussi les écoles qui enseignent, qui parlent. Mais je crois que ce problème, ces efforts-là sont limités et nous devons maximiser nos efforts. Et en tant que limite, qu'est-ce que vous repérez par rapport à ces limites? Oui, les actions de l'ONG, par exemple, ne couvrent pas toute la population congolaise. La population est vaste, n'est-ce pas? Nous sommes 100 millions d'habitants. Je ne sais pas quelle est la proportion
dans les 100 millions Vous des pensez que habitants, il y a toutes les plus de provinces ne sont pas 60%, touchées? 60% représentent la jeunesse, vous comprenez, et les adolescentes en font partie. Donc, c'est vraiment une très grande population et qu'on ne saura pas tout toucher, et qu'on n'arrive pas à toucher tout le monde. Les actions que l'agence mène ne touchent pas tout le monde. Donc, les efforts sont limités, les moyens sont limités, les infrastructures sont limitées, les outils sont limités. Pensez-vous que ces agences font les suivis réguliers après avoir sensibilisé la jeunesse sur ces phénomènes des grossesses précoces? Bon, la responsabilité ne revient pas essentiellement aux agences onusiennes. Nous sommes un pays souverain, nous devons nous affirmer en tant que tel. La responsabilité revient à l'État congolais qui fait déjà des efforts. Vous voyez, avec la mesure de gratuité de l'enseignement qui fait que tout enfant aille à l'école pour avoir une éducation de base. C'est là où l'éveil commence, n'est-ce pas? C'est un effort colossal qu'il faut souligner. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait fournir beaucoup plus d'efforts. On va revenir d'ailleurs sur les solutions à mener. Et en dehors du gouvernement, de l'État congolais, les parents qui sont le premier responsable des enfants ont des efforts à multiplier. Également l'école, on ne peut pas se soustraire de ce phénomène. Donc, si nous comprenons bien, les parents sont au centre de l'éducation. Évidemment, parce que ce sont eux qui ont ces enfants à la maison tout le temps. Non, en éducation, nous disons que c'est l'enfant plutôt qui est au centre de l'éducation. D'où lui-même aussi a une responsabilité, voyez-vous. Mais cela étant dit, les parents sont le premier ont une très grande responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Et dans ces stratégies ou encore les solutions, les stratégies de prévention, comment pensez-vous que cet enfant qui nous suit en ces moments, qui nous suivra dans son téléphone ou encore en direct à la télévision, peut mettre en pratique certaines stratégies pour ne pas tomber dans les panneaux de ceux qui abandonnent leurs études et manquent leur avenir à la longue, peu importe les mesures qui ont été prises pour encadrer les filles enceintes? Que pensez-vous que ces enfants peuvent faire en premier lieu, soit les acteurs sociaux, l'école ou encore les parents, mettre en place comme stratégie pour devoir éviter cette situation, des pourcentages croissants par rapport aux filles qui tombent enceintes dans les milieux éducatifs? Oui, je disais que chacun a sa part de responsabilité, commençant par l'enfant lui-même, qui est l'acteur principal de son éducation. Mais cet enfant-là doit prendre conscience, n'est-ce pas, au travers des actions que nous devons mener en tant qu'acteurs adultes de l'éducation. Et quelles sont ces actions, effectivement? Nous commençons par le parent. Je crois que la première des choses pour le parent, c'est d'éveiller. C'est d'être présent à la maison, c'est d'assurer la surveillance parentale. Je reviens à mon exemple de tantôt, quand je disais que les parents partent dormir, mais les enfants restent sur le salon. Ce n'est quand même pas normal. Quand nous grandissions, le parent ne pouvait pas, les deux partent dormir et vous laisser au salon. C'est quand même imprudent, voyez-vous ça. Et donc, les parents doivent, quand ils veulent aller dormir, ils ferment la télé, ils partent avec les télécommandes, toutes les télécommandes du salon, voyez-vous. Et même le téléphone. Moi, je conseillerais aux parents, quand les parents vont dormir, ou à un certain moment d'ailleurs, arrivé 20h, 21h, que tous les enfants viennent déposer sur leur table le téléphone, et le parent prend le téléphone avec eux, il les garde dans un endroit bien gardé, n'est-ce pas? Et comme ça, ils se rassurent que les enfants vont réellement dormir. Parce que sans téléphone, ils n'ont pas de motivation. Comme première piste ils de seront solution, obligés de dormir. Vous interpellez les parents à contrôler l'utilisation abusive du téléphone chez leurs enfants. Et qu'en est-il de parler de cette affaire de relations sexuelles pour les parents et leurs enfants qui est tabou dans notre communauté congolaise, mais qui prend de l'ampleur? Oui, les dialogues est une seconde mesure, c'est un second concept que je veux partager aux parents. Il faudrait maximiser les dialogues. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même le dialogue n'est plus quelque chose de très présent dans nos familles. Pourquoi? Parce que même les parents eux-mêmes sont addictifs aux réseaux sociaux. Vous voyez les contrastes. Donc les dialogues sont de plus en plus importants. Même les parents eux-mêmes, papa tout comme maman, sont tout le temps dans le téléphone. Les temps qu'ils devraient passer à causer avec les enfants, ils les passent avec le téléphone. Ça, c'est pas intéressant. Regardez-nous quand on grandissait, avant l'arrivée de téléphones, de réseaux sociaux. Voyez-vous, quand papa rentre, revenu à la maison, fait à l'âme de mon père, mon cher père Paul Moulendotepa, il revenait, il se repose, il s'assoit, n'est-ce pas, au véranda.
nous tous, nous asseyons à côté de lui, on l'entoure, il commence à nous raconter des histoires. Il nous raconte sa vie, il nous raconte son passé. Et dans ces cas précis, vous pensez que parler de la sexualité aux enfants serait une solution pour leur permettre de ne pas s'égarer? C'est des moments importants de parler, des moments comme ça sont importants pour parler aux enfants de la sexualité. Et que pensez-vous de ces mesures prises par les écoles? Si les écoles devraient se mettre à enseigner la sexualité aux enfants, non, en fait, enseigner la sexualité n'est pas un problème en soi, mais il faut savoir qu'est-ce que vous enseignez, à quel niveau et avec quel langage. C'est là où, tout en se basant sur le mœurs, sur les valeurs culturelles africaines, il faudrait enseigner la sexualité. Ce n'est pas bon qu'un enfant grandisse sans connaître son corps, n'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'enfant soit surpris par la puberté. Il doit être prévenu pour qu'il tienne un comportement responsable, n'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas parler de manière à les inciter à aller commencer la vie sexuelle active. C'est ce qu'il faudrait éviter. Il faudrait parler de manière éthique, de manière à les amener à prévenir ces grossesses. Et que pensez-vous que l'école devait faire effectivement pour créer un environnement où les élèves seraient à l'aise de comprendre comment se maintenir à l'écart de ces phénomènes? Bon, en plus de cours habituels que l'école donne, notamment l'éducation à la vie, moi je crois que l'école doit organiser des activités parascolaires, n'est-ce pas? Inclure ce thème parmi ces activités, que ce soit culturelles, que ce soit scientifique. Il faudrait qu'il n'y ait pas seulement le cours de manière stricte, l'instruction. C'est malheureusement le cas dans nos écoles. Il faudrait qu'il y ait aussi des conférences. Moi, j'ai à un certain moment été sur le Salésien de Don Bosco. On avait la récollection, on avait des conférences qui abordaient divers thèmes de la société et de la vie, de jeunes notamment, n'est-ce pas? Oui, et y compris ça, dans celui-ci. Et nous, important. À notre époque, chez le Salésien de Don Bosco, on nous enseignait l'abstinence. On insistait beaucoup là-dessus. Il faudrait s'abstenir. C'est la meilleure méthode pour éviter la grossesse, non seulement la grossesse précoce, mais aussi les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles. La méthode la plus sûre qu'on nous a appris, c'était l'abstinence. Et on a insisté beaucoup là-dessus. Vous comprenez? Chers enfants, l'abstinence, M. Gérard de Moulina en parle, et les écoles mettent en place des ateliers pour parler des méthodes pour éviter les grossesses précoces, dont l'abstinence fait partie. M. Gérard l'a dit. Rappelons que vous êtes professeur et éducateur aux humanités au collège Prince de la Paix. Pensez-vous que votre école a déjà mis ces mesures en place pour sensibiliser effectivement la jeunesse? Au fait, oui, chez nous organisons souvent de conférences et nous voudrions encore pousser davantage l'école à en faire autant et notamment parler de ces thèmes. Et en parlant de l'école, pensez-vous que la mesure soulevée par la ministre pour préserver les jeunes filles, les gens enceintes dans le milieu scolaire, serait un atout pour les encourager à prendre leur vie en main? Et que pensez-vous serait l'impact ou l'influence sur les autres filles? En tout cas, ça c'est une mesure très sensible à mon avis, parce que quand je suis l'actualité, ça a soulevé beaucoup de réactions des uns et des autres, des réactions allant dans le sens d'être pour, tout comme d'autres d'être contre. Mais moi, je pense que cette mesure a éveillé l'attention de tout le monde sur un problème qui nous dérangeait, mais de manière silencieuse. On ne faisait pas trop attention à cela, mais la mesure que le ministère a pris est venu réveiller notre attention sur ce problème. Donc nous dirons que cette mesure met la puce à l'oreille de chaque personne. Tout à fait. Afin que chacun amène son point de vue sur la question et qu'il y ait des dialogues, des discussions pour qu'ensemble, la société, nous puissions trouver une solution par rapport à ça. Et moi, personnellement, j'ai plutôt une autre idée à suggérer, plutôt que celle d'accepter les filles à l'état enceinte de venir à l'école. Moi, je vois que c'est quand même assez scandaleux. Mais moi, j'aurais voulu que le ministère mette en place un mécanisme de prévention, on va y revenir, mais aussi un mécanisme de suivi, n'est-ce pas? De suivi quand la fille est tombée enceinte et qu'elle ne peut plus venir à l'école, que ces mécanismes-là suivent l'enfant de près durant toute cette période de gestation. Donc, vous suggérerez les méthodes d'apprentissage à distance? Bon, en tout cas, ça doit être quelque chose qui doit être réfléchi. D'abord, le suivi. Pourquoi le suivi? Pour s'assurer qu'après l'accouchement, que l'enfant revienne à l'école. C'est d'abord ça, premièrement. Et moi, je pense qu'il est une bonne chose qu'on maintienne le fait que la fille enceinte soit un tout petit peu écartée momentanément. C'est une discrimination positive, à mon avis.
Pourquoi, n'est-ce pas? Pour interpeller les autres, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de réussite dans l'œuvre éducative. Et cela fait partie de mesures politiques incluant tout le monde dans l'école. Oui. Et il faudrait voir ça, n'est-ce pas? Comme ça, ces mécanismes-là vont suivre l'enfant durant tout au long de cette période de gestation. Et après l'accouchement, l'enfant revient et continue l'école. Et alors, pendant ce moment de suivi, pendant ce moment de grossesse, on peut voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, comment dirais-je, le dispenser des cours même sous forme de modules, comme elles suivent le cours à l'hôpital pour le soin, les cours qui suivent la grossesse, n'est-ce pas? On peut voir dans quelle mesure leur donner aussi des modules, des cours qui résument les cours que les autres suivent, n'est-ce pas? On peut leur suivre avec ces cours-là à la maison. Question de le garder, n'est-ce pas, de garder leur esprit chaud dans le cours, de sorte que quand elles reviennent, elles suivent le cours. Mais dans tout le cas, qu'il y ait cours à la maison ou pas, moi j'estime ce qui est plus important pour garder l'éthique, c'est de pouvoir mettre à côté la fille, mettre en place ces mécanismes de suivi. Il doit suivre l'enfant et veiller à son retour après l'accouchement. Monsieur Gérard, nous tendons vers la fin de notre émission et vous avez rappelé que la mesure prise par la ministre soulève effectivement ces sujets dans les milieux médiatiques pour effectivement sensibiliser nos jeunes à pouvoir être prévenus contre les phénomènes des grossesses précoces dans les milieux scolaires. Et que pensez-vous, nous avons parlé de la pauvreté comme cause de ces phénomènes, que pensez-vous que l'État devait faire économiquement pour permettre à ce que la jeunesse soit stable et ne pas se tourner vers telles pratiques? Oui, l'État a une grande responsabilité, un grand rôle à jouer, n'est-ce pas? L'État doit faire en sorte que, à mon avis, l'État doit tout faire pour protéger d'abord cette population vulnérable, cette catégorie de population, les adolescentes et les adolescents. Alors, l'État doit le protéger vis-à-vis des contenus dangereux, n'est-ce pas? L'État doit prendre des mesures telles que arriver à identifier cette catégorie de la population qui a accès à l'Internet, contrôler ces contenus, n'est-ce pas, pour que ce contenu ne soit pas dangereux, n'ait pas une influence négative. Là, vous interpellez les ministères du numérique et de la communication. Effectivement, parce que l'État perd beaucoup quand les jeunes filles tombent enceintes et quittent l'école, n'est-ce pas? Et même si aujourd'hui on prend la mesure qu'elles restent à l'école, mais c'est une dépravation de mœurs. Vous comprenez? Est-ce que c'est applaudissable de voir des jeunes filles censées être à l'école, n'est-ce pas, tomber enceinte, n'est-ce pas? Pourquoi alors la loi interdit à ce qu'une mineure soit mariée? Parce que la loi estime que ce n'est pas le moment pour elle de vivre une vie sexuelle active, de vivre le mariage. D'où, gardons cet état d'esprit, insistons sur l'abstinence, protégeons cette population, cette catégorie de population, pour que pour que l'éducation de l'enfant soit assurée, l'intégrité physique de l'enfant et morale soit assurée, pour nous donner une société équilibrée, assise sur les valeurs. N'est-ce pas? Notre pays est un pays qui se veut être un pays des valeurs. Alors, il faudrait promouvoir ces valeurs-là, prendre des mesures qui promeuvent ces valeurs. Et pour chuter, comment pensez-vous que les médias devraient contribuer à ces mécanismes de sensibilisation de notre jeunesse et sûrement à propager le MERS ainsi que l'éducation sexuelle active pour permettre à ces enfants qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux d'avoir un contenu de qualité devant les chaînes télé? Comment pensez-vous que les leaders d'opinion, les médias et toute personne qui est exposée dans la société devraient aider nos enfants? Oui, il faudrait qu'il y ait des émissions comme celle-ci qui parlent de l'éducation, qui parlent de tous ces sujets sensibles. Il faudrait qu'il y ait des émissions comme celle-ci, je disais, pour sensibiliser le jeune, le plus concerné d'ailleurs, et sensibiliser tous les autres acteurs éducatifs à adopter des comportements qu'il se doit, à prendre des mesures qu'il faut pour promouvoir une éducation de valeurs dans notre société. Il faudrait également qu'il y ait beaucoup de campagnes de sensibilisation, mobiliser le média, que les médias s'en prennent de la question pour organiser plusieurs activités de sensibilisation et autres activités médiatiques pour envoyer un seul message clé d'abord, c'est l'abstinence, un seul message, un bon usage des réseaux sociaux. Le message, c'est aussi, il n'y a pas que le réseau social, il n'y a pas que l'activité sexuelle qui est essentielle. Il y a beaucoup d'autres activités qu'on peut offrir aux jeunes qu'ils peuvent faire. On a parlé là, la fois ici, dans le cadre de cette émission, de la lecture.
les livres, n'est-ce pas? Il faudrait que les enfants aient le temps de lire, mettre leur attention, au lieu de mettre leur attention sur à tout le temps les sexes, le sexe, les sexes, on peut orienter l'attention des enfants dans les livres. Il y a plein de choses à découvrir là-dessus. Il y a les activités sportives contrôlées, il y a les activités musicales contrôlées, il y a les activités, de nombreux, la formation professionnelle, l'apprentissage de métier. C'est avantageux qu'un enfant soit à l'école, apprenne une science, mais en même temps apprennent un métier quelque part dans un centre de formation, l'anglais, l'informatique, comment dirais, l'électricité, la menuiserie, il y a des ateliers qui forment, la soudure, etc. Parce qu'on a dit ce n'est pas que la fille qui est concernée, mais aussi les garçons. Vous comprenez? Il y a plein des activités comme ça qu'on peut promouvoir autour de l'enfant qui vont occuper l'attention et les temps de l'enfant. Comme ça, l'enfant est de moins en moins exposé à des contenus dangereux sur les réseaux sociaux. Je crois bien. Alors, nous parlons éducation et aujourd'hui, éducation, nous sommes en train de prévenir les phénomènes des grossesses précoces chez les élèves, rendant certains pères à l'âge précoce et pour certains les sortant du milieu éducatif. Nous rappelons que le ministère de l'Éducation de la République démocratique du Congo a reconduit une loi qui amènerait à garder les filles enceintes à l'école et aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser basé sur cette loi. Monsieur Gérard nous a rappelé que certaines causes, c'est le laisser aller des parents, certaines conditions sociales de vie en République démocratique du Congo. Et nous avons vu parmi les solutions majeures, c'est les dialogues, les médias qui diffuseraient des conseils et l'État qui prendrait des mesures spécifiques pour permettre à ce que nos élèves soient contrôlés dans leur utilisation des médias et des réseaux sociaux. Monsieur Gérard, un message de fin pour notre émission? Oui, en tout cas, moi, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Et je pense que les jeunes filles qui sont enceintes en ce moment, nous voudrions leur passer un message, de leur dire c'est une épreuve qu'elles traversent. Nous ne voulons pas les stigmatiser, mais nous voulons les encourager à passer de manière résiliente cette épreuve de grossesse et après de ne pas abandonner, de revenir à l'école. Ça, c'est très important. Comme il y avait le moyen d'être à l'école, mais il s'est fait qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, après, n'abandonnez pas l'école. Prenez courage, revenez à l'école, apprenez, c'est assurer votre avenir. Et ça, c'est très capital. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à notre émission du jour. Notre invité était M. Gérard Gérald Moulinda à la présentation d'Iedoné Kapajika. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.